L'eau, une substance chimique inorganique, transparente et inodore, qui recouvre 70% de la surface connue de la Terre. Elle est la force vitale qui anime les organismes à base de carbone qui prospèrent sur notre Terre. Elle délimite et sépare nos terres et s'accumule et se solidifie dans les régions intérieures et extérieures de notre monde stationnaire plat. Dieu aurait dû envoyer un message aux habitants de la Terre et être précis en leur disant de surveiller l'eau, de méditer sur sa fonction et ses lois naturelles, car en leur temps, une grande tromperie serait jetée sur eux, comme l'ombre froide d'un roi inconnu et malfaisant. Et peut-être que Dieu a envoyé ce message sous la forme d'un déluge, mais que sa vérité a été mythifiée et enterrée, et que le mensonge s'est propagé en dépit de cela. L'eau immobile n'est ni courbe ni convexe. Les lois naturelles régissant une masse d'eau immobile insistent sur le fait qu'elle prend la forme exacte du récipient qu'elle remplit, et trouve et maintient toujours un niveau plat. L'eau immobile reste toujours plane. Et en regardant l'eau, lorsque nous nous tenons à un poste d'observation, lorsque nous voyageons en avion, et avant de prendre une gorgée de notre boisson, nous devons tous nous rappeler de ne jamais oublier cette loi. La plupart d'entre nous comprennent instinctivement les lois de l'eau. Et pourtant, beaucoup poursuivent leur vie quotidienne en participant volontairement au canular héliocentrique absurde. Mais pour nous, qui savons que notre Terre n'est pas une planète qui tourne dans le vide infini de l'espace, ceux qui ont étudié le Soleil avec diligence et se rendent compte que c'est le Soleil qui bouge et non la Terre, ceux qui ont tracé les racines illogiques des trajectoires de vol sur un modèle de globe et ont conclu que le modèle est incorrect, ceux qui savent que les lois de la densité régissent l'élévation et la chute des objets et ont étudié les lignes de fuite, ceux qui ont abandonné les lentilles télescopiques conventionnelles, ont réfléchi aux arcs-en-ciel, aux sun dogs et aux étoiles au-dessus de nous, savent que nous résidons dans un firmament en forme de dôme et qu'il y a de l'eau au-dessus de nous. Et ceux qui comprennent que tout notre système terrestre fermé est régi par la fréquence et la vibration de l'électromagnétisme qui émane d'un pôle nord magnétique central. Nous sommes ceux qui se demandent comment nous nous sommes retrouvés dans ce fracas héliocentrique. Et si l'on médite assez longtemps sur les étoiles dans l'eau au-delà de notre firmament, et sur les fréquences et les vibrations de l'électromagnétisme qui les font scintiller à travers tant de nuances de couleurs vibrantes et de motifs géométriques, on pourrait peut-être, juste peut-être, se demander, y a-t-il quelque chose de plus dans l'électromagnétisme? Quelque chose qui a été omis ou négligé? Quelque chose d'indicible ou de caché? L'électromagnétisme est une force fondamentale de la Terre. Le champ électromagnétique prend la forme d'un tore dans lequel circulent toutes les fréquences et vibrations de l'électromagnétisme. Un tore est une surface tournante qui prend la forme d'un coussin. Les inducteurs et les transformateurs toriques sont essentiels à la production d'énergie électrique. Il existe de nombreuses façons de produire de l'électromagnétisme. Nous en avons déjà examiné quelques-unes. Nous savons qu'un champ magnétique peut produire de l'électricité et que l'électricité peut produire un champ magnétique. Cela fonctionne dans les deux sens. Le magnétisme et l'électricité sont inextricables. C'est une danse de polarité. Les charges électriques se repoussent ou s'attirent. Les pôles magnétiques s'attirent ou se repoussent. Pour chaque pôle nord, il existe un pôle sud correspondant. Un courant électrique passant à l'intérieur d'un fil crée un champ magnétique correspondant à l'intérieur du fil, et un courant électrique est créé dans une boucle de fil lorsqu'elle est rapprochée ou éloignée d'un champ magnétique. Les aimants en fer à cheval sont des aimants permanents puissants. Leur forme, dans laquelle les deux pôles magnétiques sont proches l'un de l'autre, produit un champ magnétique puissant et élevé.
L'aimant en fer à cheval peut également fonctionner comme un électroaimant. Le tout premier électroaimant a été inventé en 1824, nous dit-on, et se présentait sous la forme d'un aimant en fer à cheval. Sa puissance était évidente dès le début. Il ne pesait que 200 grammes, mais pouvait soulever 4 kg de fer. La clé de la puissance de l'aimant en fer à cheval est l'emplacement de ses pôles. Vous pouvez voir le champ magnétique ici, représenté par les lignes vectorielles. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que la concentration du champ magnétique est plus importante près des pôles de l'aimant. D'aussi loin que l'on se souvienne, on nous a présenté et divertis avec une certaine idée du futur. Pas nécessairement notre futur en tant qu'individu, mais l'avenir de l'humanité, de la technologie et de la société en général, que ce soit sous la forme de films hollywoodiens, et vous savez lesquels, les films d'action, les sagas de science-fiction et les films d'animation ou de littérature, de musique et d'exposition d'art. Dans ce domaine, nous voyons notre technologie portée à ses limites. Les véhicules volent, les ordinateurs vivent, les robots donnent un coup de main, les écrans holographiques décorent chaque pièce. Les villes continuent de s'élever et de dominer le ciel. Certains peuvent se téléporter, et les voyages dans l'espace sont désormais possibles et acceptés comme la norme. En dehors de la fiction, nous avons aussi des documentaires qui donnent à réfléchir et qui nous disent où nous allons, avec généralement la narration d'un vieil homme qui se lamente sur le chemin imparable que nous suivons. C'est très sérieux. Nous détruisons notre planète, la seule que nous ayons. Et nous avons des partis politiques, des organisations non gouvernementales, et des voix fiables, et des génies scientifiques primés, qui partagent des messages similaires. Et en réalité, lorsque vous examinez de plus près la fiction et les faits allégués, ils partagent tous les mêmes prémices et principes sous-jacents. Nous devenons si avancés technologiquement que la planète sur laquelle nous résidons n'est plus suffisante ou ne peut plus soutenir notre activité. Les systèmes d'intelligence artificielle avancés, les vaisseaux volants, les percées dans le clonage et les lits médicaux signifient que le monde naturel a souffert en conséquence. Et selon le type de genre que vous recherchez, la solution est soit 1. Que l'humanité périsse, peut être détruite par les systèmes d'intelligence artificielle qu'elle a elle-même créés, ou peut-être par un virus naturel qui a muté et balaie la Terre pour rétablir l'équilibre naturel. Ou 2, que les humains disent au revoir à leur petite boule bleue solitaire et partent dans l'espace à la recherche d'un nouveau foyer. Mais voyez-vous, il n'y a pas de planète globulaire et il n'y a pas d'espace. Et par conséquent, toutes les visions du futur sont purement fictives et pas particulièrement innocentes. Ce que nous ne voyons toutefois pas souligné dans ces visions du futur, c'est le potentiel de l'électromagnétisme à transformer toute la vie humaine, la technologie et la société. Ce qui est étrange, quand on sait que toute vie et la Terre elle-même sont impossibles sans l'électromagnétisme. Pourquoi les visionnaires ne voudraient-ils pas explorer cela plus en détail? Serait-ce parce qu'ils n'en ont pas le droit? Serait-ce qu'ils ont peur de quelque chose, peur de nous voir relier un peu trop de points? Peut-être. Et encore une fois, les aimants en fer à cheval peuvent agir comme de puissants électroaimants. Si une civilisation devait progresser technologiquement par l'utilisation de l'électromagnétisme, l'aimant en fer à cheval aurait certainement un rôle énorme à jouer dans ce développement. Oui, il le ferait certainement, et il l'a fait. L'aimant en fer à cheval, l'Arc de Triomphe. Oui, l'un des plus puissants électroaimants jamais construits.
Bienvenue dans le futur. Sauf qu'il s'agit du passé. Le futur est venu et est reparti et nous l'avons manqué. La magnifique architecture que nous voyons partout dans notre monde, que les menteurs officiels et les contrôleurs de celui-ci ont appelé historiciste, néoclassique, renaissance, gothique, etc., appartient à une seule et même civilisation unifiée. Une civilisation si développée qu'elle a exploité le pouvoir de l'électromagnétisme à un degré si élevé qu'elle a non seulement construit ces énormes structures, mais les a aussi façonnées avec une finesse et une beauté absolue. Une célébration de leur propre avancée technologique. Les structures ont été conçues dans le seul but de récolter et de générer de l'énergie électromagnétique et de la distribuer partout dans le monde. Leur ville, leur village et tout un mode de vie dépendaient de l'utilisation d'une énergie électromagnétique puissante, propre et gratuite. L'énergie était captée et collectée dans l'ionosphère au-dessus de nos têtes, au moyen d'antennes, de flèches, de dômes et de tours. Toutes les structures impossibles que nous voyons aujourd'hui ont été reconverties, rebaptisées par nos contrôleurs et les citoyens du XIXe siècle. Ceci n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un château et ce n'est pas un bâtiment gouvernemental. Ce sont des générateurs puissants et gargantuesques. Ils collectaient et généraient l'énergie électromagnétique qui était ensuite stockée dans d'immenses centrales électriques et distribuée et redirigée par des structures sophistiquées et avancées, dont un énorme électroaimant ou ce que nous connaissons sous le nom d'arc de triomphe. L'énergie était stockée dans des batteries et des condensateurs, tels que des tours et des obélisques. Toutes les villes ont été construites partout dans notre monde sous la forme d'un grand réseau électrique interconnecté, un peu comme une énorme carte mère d'ordinateur. Je sais déjà ce que vous pensez. Quoi? Il a finalement perdu la tête. Il nous a eu avec la Terre plate. Mais là, c'est trop. Je sais. La programmation de secours est en train de se mettre en place. Mais avant de vous détourner pour partir et de balancer vos bottes boueuses, laissez-moi vous montrer comment cela a fonctionné. Comme vous le savez, nous vivons sur un plan plat et stationnaire. Au centre se trouve une source de magnétisme au pôle Nord, et directement au-dessus se trouve Polaris, fixé au point central et le plus élevé d'un merveilleux firmament en forme de dôme cristallin. Sous le firmament, différentes couches d'atmosphère existent à différentes hauteurs. L'ionosphère commence à environ 50 km au-dessus de la Terre. Elle comprend une thermosphère et la mésosphère. L'ionosphère est une atmosphère électrique qui est ionisée par l'électromagnétisme du Soleil. Elle forme également le bord interne de la magnétosphère. Je sais, beaucoup de grands mots et de concepts abstraits. Mais vous êtes familier avec ce processus et vous en avez été témoin chaque jour pendant toute votre vie. Comme vous pouvez le voir, les fioles ici contiennent des gaz moléculaires
qui sont présents dans l'atmosphère au-dessus de nous. Lorsqu'une source électromagnétique, telle qu'une bobine Tesla, est appliquée à proximité de ces gaz, le champ magnétique de la bobine ionise ou charge ces gaz, et il en résulte un plasma phosphorescent. Les gaz se colorent, c'est pourquoi notre ciel est principalement bleu, parce que la présence électromagnétique du Soleil ionise l'atmosphère, et le résultat est un plasma coloré. Lorsque le Soleil entre ou sort de notre région, ou ce que les menteurs du monde appellent le lever et le coucher du Soleil, nous voyons une variété de gradients de couleurs en raison de la distance par rapport à l'ionosphère au-dessus de nous. Lorsque le Soleil ne voyage plus au-dessus de notre région, le ciel perd sa couleur et nous pouvons voir les étoiles dans le firmament au-delà. Bien que les scientifiques officiels désignent l'ionosphère comme une couche atmosphérique, il s'agit en fait d'une couche éthérée. L'éther est le tissu ou l'élément qui porte l'électromagnétisme. Il relie tout dans notre monde. C'est le tissu qui rend possible le Soleil et la Lune et leur voyage concentrique au-dessus de notre disque. L'éther est le mystérieux cinquième élément. Il relie tout électromagnétiquement par l'énergie vibratoire. Il est la colle, la toile, la force motrice d'absolument tout. Les quatre autres éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, n'existent que grâce à l'éther. Ils sont l'expression des vibrations de l'éther. La cymatique est un bon exemple de la présence de l'éther. Les fréquences alimentées par la plaque de Chladni font que le sable ou le sel forment des formes géométriques précises et complexes. Plus la fréquence est élevée, plus le motif géométrique est complexe. Mais quel est le conduit qui prend les vibrations des fréquences et permet au sable de prendre cette forme? C'est l'éther à l'œuvre. C'est pourquoi nous voyons des fruits et des légumes qui ressemblent beaucoup à des motifs cymatiques. C'est l'éther à l'œuvre. Toute matière est éthérée, et la forme de cette matière est une expression différente de l'éther, déterminée par la fréquence et la vibration. L'éther est le pont entre la fréquence électromagnétique et l'énergie vibratoire et la forme de la matière elle-même. On pourrait l'appeler le Saint-Esprit de Dieu. Le discours historique et scientifique sur l'éther est un discours délibérément manipulé. L'ennemi a introduit la vérité uniquement pour la discréditer et ensuite l'enterrer. Certains des personnages présumés du passé ont écrit sur l'éther. Un certain Aristote l'appelait le cinquième élément. James Clerk Maxwell, le soi-disant père de l'électromagnétisme, a parlé de l'éther en déclarant « Dans plusieurs parties de ce traité, on a tenté d'expliquer les phénomènes électromagnétiques par une action mécanique transmise d'un corps à un autre, au moyen d'un support occupant l'espace entre eux. La théorie ondulaire de la lumière suppose également l'existence d'un support. Il nous reste maintenant à montrer que les propriétés du support électromagnétique sont identiques à celles du support luminifère. Le support auquel il fait référence ici est l'éther. Albert Einstein et d'autres ont réussi à solidifier le modèle héliocentrique à travers des écoles frauduleuses de la pensée scientifique. Mais même Einstein ne pouvait nier la présence de l'éther. Selon la théorie générale de la relativité, l'espace est doté de qualités physiques. En ce sens, il existe donc un éther. Selon la théorie générale de la relativité, un espace sans éther est impensable. Car dans un tel espace, il n'y aurait non seulement pas de propagation de la lumière, mais aussi pas de possibilité d'existence pour les étalons de l'espace et du temps, baguettes de mesure et horloge, ni donc d'intervalle d'espace-temps au sens physique du terme. Même les scientifiques contemporains sous le charme de l'héliocentrisme admettent qu'il est absurde de nier l'existence de l'éther. Aujourd'hui, le vide est reconnu comme un milieu physique riche. Une théorie générale du vide est donc une théorie de tout.
une théorie universelle. Il serait approprié d'appeler le vide éther, une fois de plus. Revenons à l'ionosphère éthérée. Comme je l'ai dit, cette couche d'éther au-dessus de nos têtes est une mer constante d'électromagnétisme et est responsable du plasma de couleur au-dessus que nous appelons le ciel. La source de son électromagnétisme est le Soleil. C'est à cause de cette couche ionisée que nous obtenons des éclairs ionosphériques sous forme de farfadets qui influencent à leur tour les orages en dessous. Un ion est une particule, un atome ou une molécule ayant une charge électrique nette. L'électricité est un flux continu d'ions. Les électrolytes de notre corps sont ionisés. Tout est relié par l'électromagnétisme et l'éther. Nos ancêtres historiques hautement développés et sophistiqués comprenaient non seulement le fonctionnement de l'ionosphère et de l'éther, mais ils avaient également mis au point des méthodes pour les exploiter de manière magistrale en tant que combustible pour alimenter la Terre entière. Et si le processus exact par lequel ils ont pu extraire l'éther nous est délibérément caché et reste inconnu, les vestiges structurels que l'humanité a depuis réutilisés en tant qu'architecture nous offrent de nombreux indices sur la façon dont tout cela a fonctionné. Les preuves sont partout pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et une fois que vous les voyez, elles deviennent si évidentes que vous vous en voudrez de ne pas les avoir remarquées en premier lieu. La question est très complexe et il faudrait du temps pour l'étoffer. Pour l'instant, nous allons donc examiner de plus près certaines de ces structures et présenter quelques concepts de base. Au fur et à mesure que nous poursuivrons notre voyage, nous explorerons tout plus en détail. Nous les voyons partout, au sommet de toutes ces magnifiques structures. Des tours, des flèches et des pinacles qui s'élèvent en antennes pointues. C'est à travers ces antennes complexes que l'éther était récolté. Vous voyez, après la grande réinitialisation des années 1800, l'ennemi a fracturé la compréhension unifiée de Dieu de l'Ancien Monde et a créé de multiples religions pour essayer de cacher Dieu et de justifier l'existence de si grandes et belles structures technologiques. Et je sais que cela peut déranger certaines personnes, mais restez avec moi, je ne vous laisserai pas tomber. Mais pour l'instant, il est essentiel de comprendre que de nombreuses icônes religieuses qui ornent et composent ces antennes n'ont jamais été des indicateurs de différentes religions dans l'Ancien Monde et n'étaient pas destinées à l'être. Elles signalaient quelque chose d'entièrement différent. Elles sont généralement faites de cuivre et d'or. Tous deux sont d'excellents conducteurs d'électricité. Dans de nombreuses structures, que nous appelons cathédrales, les pointes symétriques des pinacles fonctionnaient de manière similaire, extrayant l'éther de l'ionosphère. Une fois récoltée, l'énergie devait inévitablement être attirée vers le bas dans la partie supérieure la plus large de ces structures en forme de dôme. En examinant l'intérieur de plusieurs de ces dômes, nous nous rendons compte qu'ils reposent sur une ornementation symétrique, obtenue par des indentations ou des cavités dans la maçonnerie. Dans le monde de l'électromagnétisme, un résonneur à cavité fonctionne par symétrie pour produire des oscillations ou des vibrations de particules énergétiques. Les formes symétriques forcent les particules énergétiques ou les ions à vibrer de manière constante. Est-ce la raison pour laquelle nous voyons une ornementation symétrique parfaite dans le plafond de nombreuses structures en forme de dôme? Cela semble sans doute absurde, mais la majorité de ces structures comportent également un petit type de résonneur à cavité, ou ce que l'on appelle plus justement des magnétrons à cavité, qui offrent une certaine clarté quant à la fonction réelle de ces structures. Un magnétron à cavité est un tube à vide de grande puissance qui génère des micro-ondes en utilisant l'interaction d'un flux d'ions avec un champ magnétique lorsqu'il se trouve dans le résonateur de la cavité. Un magnétron fonctionne à travers un vide symétrique et vidé. Il émet de puissantes micro-ondes qui peuvent servir de source d'énergie libre. Si vous brisez la symétrie ou fermez le vide, il ne fonctionne plus. Mais pouvez-vous voir la ressemblance?
Ces structures n'ont jamais été conçues pour contenir du verre. Les contrôleurs ont ajouté le vitrail aux rosaces pour couper la fonction du magnétron. Ils ont fermé nos instruments d'énergie libre. Et ils sont partout dans ces structures. Il est intéressant de noter que si vous observez la géométrie de sections entières des structures elles-mêmes, il devient alors très évident qu'elles ont fonctionné dans leur intégralité comme un magnétron à cavité pour générer de l'énergie. Tous les magnétrons à cavité sont constitués d'une chambre métallique circulaire centrale chauffée, dans laquelle le courant sort et que l'on appelle cathode. Regardez ce mot, cathode. Est-ce qu'il vous rappelle un autre mot? Cathédrale. Cathode. Comme pour tout le reste, ils corrompent la vérité et cachent des choses à la vue de tous. Les contrôleurs ont retiré la plupart des cathodes faisant partie intégrante de ces magnétrons à cavité, mais il existe aujourd'hui certaines structures dans lesquelles on peut voir des traces de l'ancienne cathode encore présente. Le recours important à la symétrie et autres cavités dans ces structures n'est pas une coïncidence. L'ornementation symétrique aurait fonctionné de manière similaire, faisant vibrer les particules énergétiques de manière constante. Les fleurs dans les carrés peuvent être considérées comme des résonateurs acoustiques qui font vibrer les ions. C'est ici que l'énergie aurait été continuellement manipulée en énergie vibratoire et électromagnétique de fréquences spécifiques. Regardez attentivement ces magnifiques résonateurs acoustiques. Pourriez-vous en fabriquer un à la main aujourd'hui et à une telle hauteur? Pourquoi un peuple sous-développé passerait-il autant de temps à fabriquer une ornementation symétrique aussi parfaite? Surtout si elle n'avait aucune fonction et était purement esthétique, il ne l'aurait pas fait. Les résonateurs à cavité et les magnétrons auraient dû fonctionner en partenariat avec un moteur ou un réacteur central contenu dans toutes ces structures. Les mots résonateur et réacteur sont tous deux intéressants, tout comme les mots conducteur, générateur, créateur et le nom Mercator. Ils contiennent tous le mot Tor dans leur structure linguistique. Ils renferment une mémoire linguistique et rendent hommage au Tor ou au champ torique. Le Tor est le flux de l'électromagnétisme. Sans ce flux d'énergie, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Personne ne peut vraiment en être sûr, mais certains ont suggéré que le moteur était probablement similaire à un réacteur à fusion. Les traces de ces moteurs peuvent être trouvées dans tous les grands générateurs. La coquille vide de l'endroit où se trouvait le moteur est généralement, mais pas toujours, octogonale. C'était juste devant nos yeux tout ce temps. Les contrôleurs ont retiré les moteurs, parfois réaffectant l'espace en baptistère et en kiosque à musique, parfois laissant la base vide ou tentant de les recouvrir. Nous voyons ces structures octogonales dans les cathédrales, les bâtiments gouvernementaux, les mosquées et les kiosques à musique. Et à moins qu'elles n'aient été réaffectées, ces structures semblent n'avoir aucune fonction globale. Elles ne contribuent pas à la structure globale. Elles semblent superflues et inutiles. Des théories ont fait surface selon lesquelles les moteurs ou le mécanisme technologique central étaient similaires à un tokamak, et bien que je ne souscrive pas à cette idée, ce qui deviendra évident plus tard dans notre voyage, nous l'utiliserons pour l'instant à des fins d'illustration. Un tokamak est un dispositif puissant qui utilise un champ magnétique pour produire du plasma sous la forme d'un tor. Les tokamaks contemporains que nous voyons sont utilisés pour la fusion thermonucléaire. Le champ torique du tokamak, en conjonction avec les ions vibrants de l'éther, aurait produit un champ électromagnétique hautement conducteur de gaz appelé plasma, tout comme notre Soleil et notre ionosphère.
Si ceux de l'Ancien Monde avaient utilisé quelque chose qui ressemble de près à la capacité d'un tokamak, le résultat aurait été une abondance d'énergie électromagnétique propre, puissante et gratuite qui aurait pu alimenter des villes entières et la Terre entière. Il ne s'agissait pas d'églises, de cathédrales, de châteaux et de bâtiments du Parlement, mais d'énormes générateurs de moteurs. Les contrôleurs ont inventé des étiquettes et des termes tels que Renaissance, gréco-romain, et ainsi de suite, pour décrire le style de ces structures. Mais comme vous pouvez le voir, toutes ces magnifiques structures invraisemblables partagent toutes les mêmes principes structurels fondamentaux et la même conception malgré la période et les cultures. Et ce, parce qu'elles ont été créées dans le seul but de générer de l'énergie. Et ce n'est pas parce que ces structures n'ont jamais été utilisées pour la prière et le culte qu'elles n'étaient pas des lieux saints. Les civilisations du passé entretenaient une relation avec la source et l'Esprit Saint, ou l'éther, comme aucune autre. Et elles lui rendaient hommage, la révéraient et la remerciaient en construisant leurs générateurs avec tant de splendeur et de beauté. Et non seulement ça, mais ils ont construit l'ensemble de leurs structures, statues et ornementations dans le respect de ce don, dans le respect de la production d'énergie, qui a rendu leur mode de vie possible en premier lieu. La couronne de laurier que les contrôleurs sataniques ont corrompue en s'appropriant le symbole et en le redésignant pour représenter Apollon et Lucifer est en fait une bobine torique. Et nous voyons la bobine torique dans toute l'infrastructure de l'Ancien Monde. Une bobine ayant à la fois une fonction et une célébration de cette fonction. Les bobines électromagnétiques sont des conducteurs électriques. Elles sont utilisées dans des applications où le courant électrique interagit avec un champ magnétique, dans des dispositifs tels que les générateurs, les moteurs, les inducteurs et les transformateurs. La plupart des bobines se présentent sous la forme d'une bobine torique ou d'un fil en spirale. Les bobines sont utilisées en conjonction avec un aimant pour produire un puissant électromagnétisme. Plus le nombre de tours de fil est élevé, plus le champ magnétique est puissant. Les bobines génèrent des vortex qui, à leur tour, créent un champ électromagnétique. C'est un seul et même système interconnecté. Et nous le voyons partout. C'est à cela que servaient les colonnes et les rotondes. De puissantes bobines pour générer l'électromagnétisme et transporter le courant en boucle. Le Thor se trouve à la base de presque toutes les colonnes de notre monde. Il est partout. Regardez le mouvement de l'électricité à l'intérieur d'un fil et le champ magnétique simultané qu'il produit. C'est exactement la forme d'une colonne, et nous voyons cela présent dans toutes ces colonnes gigantesques et méticuleusement fabriquées. C'est pourquoi nous voyons le champ magnétique représenté au sommet de nombreuses colonnes. C'est le mouvement des ions dans le champ magnétique. C'est le mouvement du Thor et du vortex torique. Comme vous l'avez vu, les bobines de fil de cuivre sont essentielles pour électrifier l'aimant. Et je sais ce que vous voulez dire. C'est génial, mais les colonnes et autres structures auxquelles vous faites référence sont en pierre.
Mais voyez-vous, toutes ces structures impensables sont faites d'un mélange de pierre et de métal. Ils ont utilisé des barres de fer dans leur construction. Le fer est magnétique. Ces barres de fer traversent toute l'infrastructure en pierre et sont complétées par une couverture en cuivre et en or. Le cuivre et l'or sont de puissants conducteurs d'électricité. Souvent, nous trouvons des statues entières, des arches, des dômes et des toits faits d'un cuivre bleu distinctif. En outre, la pierre calcaire, le granit et la dolomie sont mélangés à du silicium cristallin ou du quartz. Le quartz a un fort potentiel électrique. Les colonnades et les arches que nous voyons partout étaient à l'origine des composants intégraux de l'infrastructure électromagnétique globale. Bien qu'elles soient également construites dans des formes géométriques qui reflètent le flux d'énergie électromagnétique, comme les bouches de bobines, les champs magnétiques en fer à cheval et les vortex toriques, comme tout ce qui était construit dans l'Ancien Monde, elles étaient à la fois fonctionnelles et conçues comme un hommage à cette fonction. Une grande quantité d'énergie éthérée était stockée dans des structures construites en briques rouges et en béton. Les briques rouges et le béton sont d'excellents conducteurs d'électricité. Ils fonctionnaient comme d'énormes condensateurs ou batteries. Selon de nouvelles recherches, les briques rouges peuvent être converties en unités de stockage d'énergie qui peuvent être chargées pour contenir de l'électricité comme une batterie et peuvent stocker de l'énergie jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour alimenter des appareils. La clé de cette fonction de batterie inhérente à la brique rouge est l'oxyde de fer. Le développement et l'utilisation de la brique rouge sont essentiels, et nous reviendrons sur ce sujet bien plus tard au cours de notre voyage. Les très grandes centrales et batteries en briques rouges étaient désignées et reconnaissables par leurs bandes blanches, comme la gare de Saint-Pancras à Londres, et de nombreuses autres structures célèbres. Cette désignation des centrales par des bandes rouges et blanches est encore utilisée aujourd'hui et constitue également un indicateur pour l'aimant. Certaines étaient construites en bleu, noir et marron avec des rayures blanches. Les tours, les obélisques et les petites tours d'horloge fonctionnaient comme des condensateurs intermédiaires ou des batteries pour stocker, distribuer et fournir de l'énergie à travers le réseau. Toute la Terre de notre monde plat était connectée en un seul réseau, un système complexe interconnecté de production, de distribution et de consommation d'énergie libre. Ce réseau a été déstabilisé et désactivé quelque part entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Les réseaux électriques de ce type ne fonctionnent pas sur une masse sphérique. Nos ancêtres historiques savaient que la Terre sur laquelle ils marchaient était plate. Ce type d'avancée technologique futuriste est le résultat d'une civilisation qui savait exactement sur quel type de terre elle vivait. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes tromperies et abus sataniques que nous. Ils n'ont pas été élevés en croyant qu'ils vivaient sur un rocher globulaire solitaire, tournant dans le vide de l'espace. Les véritables propriétés électromagnétiques éthérées de la Terre ne leur étaient pas cachées. Ils savaient qu'il y avait un firmament bombé au-dessus de leur tête. Ils l'ont étudié, ils ont imité ses propriétés et ont compris sa relation centrale avec toute l'existence éthérée de l'électromagnétisme. Ils vénéraient la magnificence de son art et montraient leur plus grande gratitude à la source, à Dieu et au Saint-Esprit éthéré pour leur avoir donné tout ce dont ils
Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi exquis que cela? Comment avons-nous pu vivre toute notre vie sans envisager sérieusement le caractère inimaginable de ces structures? Comment avons-nous vécu toute notre vie en marchant parmi les squelettes d'un futur oublié depuis longtemps? Je sais, cela fait beaucoup à assimiler. Et je sais que l'image n'est pas encore bien formée dans votre esprit. Il est difficile d'imaginer un réseau électromagnétique interconnecté de cette taille sur toute la Terre. Et la nature technique de l'électromagnétisme n'aide pas. Et je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Qui étaient ces gens ou ces êtres qui ont construit ces structures? Où sont-ils allés? Et pourquoi les réseaux électriques ont-ils été désactivés? Qu'en est-il de toute l'iconographie religieuse et de l'art que nous voyons à l'intérieur des cathédrales et des mosquées? Qu'en est-il de toutes les histoires et photographies que nous avons de la construction de ces structures? Qu'en est-il des Romains et des Grecs? Qu'en est-il de certaines des grandes mosquées qui ont été construites récemment? Et si ce que vous nous dites est vrai, comment distribuait-il et stockait-il toute cette énergie comme vous le dites? Était-ce similaire à nos signaux Wi-Fi et radio? Nous aborderons toutes ces questions en temps voulu. Nous avons à peine effleuré la surface. Mais pour l'instant, c'est la dernière question qui est importante. Comment distribuait-il et stockait-il toute cette énergie? Et sous quelle forme? Car voyez-vous, nos ancêtres historiques et sophistiqués ont fait quelque chose que nous, en tant que société, avons fini par négliger. Ils observaient l'eau, et ils l'observaient de près, ici même sur Terre, et au-delà du firmament. Venez, laissez-moi vous montrer.